Petit résumé de la dernière fois. Tout avait commencé alors que Carmilla, Boris et Ludwig étaient dans une auberge bien connue, puisque c'est les armes du Templier. Ils venaient de rentrer après un court mais rude séjour dans les montagnes du Milieu. Et après avoir été fêtés, mais aussi fêtés avec certains de leurs amis, la disparition du regretté Lorenz, ils rencontrent Agnete Philippus, le secrétaire particulier du comte Otto Bourman, ainsi que Jan Zuntermann, qu'ils apprendront plus tard être en fait un espion de la Chambre Noire, directement rattaché, ou un graphe qui s'occupe de l'espionnage pour le compte de l'empereur Karl Franz. Après une nuit courte mais reposante, les trois héros vont assister à la cérémonie d'adieu qui a lieu dans le jardin de mort de la cité de Binenheim pour dire adieu à Lorenz, même si son corps n'est pas là. Sa mort ne fait aucun doute. Et à la fois les prêtres de mort, mais plusieurs personnes vont intervenir pour donner quelques mots des gladiateurs, mais aussi Ludwig en personne va faire un long et mérité discours pour le défunt cousin Lorenz. Lorenz dit le magnifique. Et ils ont peu de temps pour finalement se remettre, car ils sont invités à voir le graphe Boris Stonebringer. La discussion va être assez rapide. En tout cas, toute la communauté dirigeante de Middenheim, dont le graphe, sa fille, mais aussi Ulrich Schussmann et d'autres, reconnaissent les actes héroïques de Carmilla, de Ludwig, dont clairement, et cela est confirmé par les magiciens de Middenheim, ils ont clairement sauvé le Middenland de la chute de plusieurs cailloux de Malpierre qui auraient certainement transformé la campagne en champ de personnes, enfin un champ, en tout cas dans un champ avec de nombreuses personnes mutées, peut-être des animaux aussi, tels les griffons qu'ils avaient vus, ou même les aigles qui ont été mutés à leur retour vers Middenheim. Et ils sont donc félicités, et d'ailleurs, à ce moment-là, Carmilla est nommée grande veneuse, car le grand veneur en titre, qui est un elfe à la Vendrelle, a décidé de mettre sa carrière de côté pendant quelque temps, sachant qu'il la récupérera certainement assez tôt, vu qu'il est si mortel, et que Carmilla finira bien un jour ou l'autre par laisser sa charge. Et après cette entrevue, cet entretien avec le plus grand représentant, légat de l'État de Middenheim, les aventuriers vont passer quelques jours, voire même quelques semaines de repos, vaquant à leurs occupations, Boris revenant dans sa guilde, Ludwig allant assez souvent prier au temple et faire les offices. Et quelques semaines après, il se retrouve alors que Boris, en tant qu'un groupe de fils d'Ulrich, ces fanatiques de la religion qui vénère Ulrich, le dieu de la guerre, un groupe est en train de se diriger vers le temple de Sigmar, mais jetant certainement un mauvais coup, puisqu'entraînant avec eux une partie de la population, en tout cas plusieurs dizaines de personnes de Middenheim, qui, s'ils ne sont pas fanatiques, sont entraînés par la parole de cette femme, albinos, qui guide les fils d'Ulrich jusqu'au temple de Sigmar. Mais Boris en a entendu parler et va vite prévenir Ulrich Schussmann ainsi que Carmilla, alors que Ludwig est déjà dans le temple à ce moment-là, alors que le groupe d'émeutiers s'approche du temple. Les quelques miliciens, un groupe de miliciens mené par Ulrich et Carmilla ainsi que Boris arrivent, mais c'est sans compter l'éloquence de Ludwig, qui monte sur un piédestal et arrive en haranguant la foule à faire partir les moins véhéments. Et les moins véhéments partant, les quelques fils d'Ulrich qui restent décident de partir, surtout qu'ils sont rapidement entourés par des miliciens lourdement armés.
Et nous nous sommes arrêtés au moment où, alors que le calme retombait sur la place devant le temple de Sigmar, un cavalier arrivait, un cavalier exténué. C'est un Reichlander, certainement, qui vient du sud, peut-être même d'Aldorf. Le cavalier arrive exténué, demande à parler au grand prêtre de Sigmar, qui est justement avec vous, Scholz, le grand prêtre Scholz, et tend un message. Le grand prêtre lit le message et son regard se lève vers vous, Carmilla, Ludwig et Bori. Werner Stolz, qui est devant vous, lève les yeux vers vous. Clairement, vous vous rendez compte que cette missive doit potentiellement parler de vous, puisqu'il ne vous reviendrait pas en vous dévisageant, si ce n'était le cas. Et il va plier le parchemin et faire comme si de rien n'était. Mettre le parchemin dans une de ses poches et remonter dans le temple afin de rejoindre certainement son bureau. Ludwig, tu es félicité par de nombreux novices qui sortent du temple, quelques prêtres qui sont là pour avoir réglé finalement, alors peut-être c'est d'ailleurs trop pacifique, ils auraient peut-être aimé en découdre une fois pour toutes, mais en tout cas, il te félicite d'avoir réglé la situation, alors que Ulrich Schussmann, que vous connaissez bien maintenant, et il s'approche. Il est venu avec quelques membres de la milice. Bon, bien joué, Ludwig. Merci, Bori, d'être venu nous prévenir. Mais, enfin... Merci à vous d'être venu, monsieur Seigneur Schussmann. Ouais, ça aurait été difficile de faire me battre, de faire intervenir mes miliciens contre un groupe de Middenheimer. Mais, en tout cas, vous avez sauvé la journée. Mais en fait... moi, la meneuse, elle est repartie, qu'on n'a pas pu la faire cuire pour savoir exactement qui elle est. Oh ben, on sait qui elle est. Et donc, qui est-elle Vous voulez savoir qui elle est? Mais une femme aussi blanche que ça, il y a de l'affaire tout... C'est bizarre. Normalement, il n'y a que les nobles qui peuvent être aussi blancs que ça. Vous savez, moi, dans les galeries, j'en vois pas beaucoup des gens comme ça. Ah, effectivement. En tout cas, il est en train de parler d'une dame qui s'appelle Beate Moser. Et on va l'appeler Beate. Beate Moser. Beate Moser est bien connue des services de la milice et de la garde. Ils savent. Ouais. D'ailleurs, Rick va vous dire, je sais exactement où elle loge. Depuis que le graphe a été poussé par Ulrich à ce qu'il puisse vivre dans la cité, nous savons exactement où ils sont. Mais je ne peux pas l'arrêter. Enfin, venir devant le temple de Sigmar pour dire que Ulrich est le vrai dieu et le seul dieu de la guerre n'est pas quelque chose qui peut être répréhensible à Middenheim, malheureusement. Ouais, mais il y a un fanatisme et qu'il y a des victimes. Est-ce que la justice de Middenheim peut-il agir? Cette fois-ci, il n'y en a pas eu. Mais... Et grâce à vous, sera-t-il la prochaine fois? Grâce à vous, Ludwig. Mais peut-être à un moment donné, il va falloir qu'on règle le sujet. Vous savez que Ulrich Schussmann est un Sigmarite. C'est un des rares Sigmarites qui a une poste de pouvoir à Middenheim. Et donc, lui, il est pro-Sigmar. Enfin, pro, en tout cas, il prie Sigmar le matin quand il se lève. Mais il représente l'autorité à Middenheim. Il a raison. J'avais demandé à Carmilla de venir à la caserne, puisque je voulais vous informer, et surtout que vous veniez voir quelque chose, si vous êtes disponible. Et Maître Bori, je pense que cela pourrait vous intéresser aussi. Bien sûr.
que je suis disponible. Surtout qu'il n'y a pas de chasse actuellement, Carmilla. Je crois. Tout à fait. Il n'y a pas de chasse. Et donc, il va vous mener, si vous le souhaitez, bien entendu, jusqu'à la caserne. Sans Vernin. Sans le grand prêtre, bien sûr. Vous êtes avec le groupe de miliciens quand vous traversez la cité de Middenheim. Il y a... c'est le printemps maintenant, le printemps est bien avancé. Vous profitez d'un doux rayon de soleil quand vous rentrez dans la caserne, mais au lieu d'aller dans son bureau, vous avez l'habitude de son bureau, je ne vous ferai pas l'affront de montrer le plan cette fois-ci, vous allez vous enfoncer dans les sous-sols de la caserne. Et vous enfoncez à tel point que vous vous rendez compte que vous êtes dans les géoles, moins qu'on puisse dire. Mais dans un quartier peut-être un peu réservé parce que au lieu de petites portes sombres, la porte devant laquelle vous allez vous arrêter est plutôt en bon état, propre. Et le garde qui est dans le couloir va se lever, saluer son chef, le Midden Marshal Ulrich Schutzmann. Vous saluez aussi puisque vous commencez quand même à être relativement connu dans la cité. Et de saluer bien entendu Maître Bourri, il reconnaît des insignes de maître ingénieur à la guilde des ingénieurs de Middenheim, Et le soldat, le ponton, va ouvrir la porte avec une lourde clé et vous allez voir devant vous une pièce relativement confortable. On est en souterrain, il y a pas de fenêtre, mais il y a un lit avec un matelas, une table en bois. Vous imaginez certainement qui est enfermé ici, le traître, celui qui s'est rendu, Gottfried Jarmund, qui s'était rendu et que vous aviez retrouvé. Rappelez-vous, dans cette ancienne chapelle de Chalia, et que vous avez ramené à Ulrich Schutzmann, et qui depuis donne des informations sur le culte de la mer pourpre. Mais l'homme n'est pas seul. Et vous êtes peut-être surpris, je ne sais pas si vous allez être surpris, de voir se retourner vers vous Adolphus Kufsos. Que Carmilla et Ludwig, vous avez revu la dernière fois à Altdorf, il y a maintenant de longues semaines. L'homme se retourne vers vous et leur visage représente bien ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'il y en a un à droite, qui est Gottfried, qui vient certainement d'être interrogé assez vertement par un Adolphus qui a un couteau dans la main, et le couteau est planté négligemment sur la table. Et là, je me dis, dommage que Lorenz n'est pas là. Tu te dis ça alors que Adolphus se lève et s'approche de vous. Carmilla, il va te tendre l'avant-bras, en fait, pour te saluer. Ouais. Et te serrer l'avant-bras en te frappant un peu sur l'épaule aussi. Carmilla, toujours vivante. Bien, ça fait plaisir de vous revoir, mon cher Adolphus. Mais on m'a pas menti. Il prend du bout des doigts ta patente de grande veneuse, en fait, puisque tu portes le titre de grande veneuse en permanence sur toi. Alors maintenant, Carmilla, grande veneuse du grave Boris Stonbringer. Oui, tout à fait, c'est assez récent. Il sourit, qui l'aurait cru? Et dire que il y a quelques mois à Altdorf, j'étais en train de vous viser dans cette ruelle sombre. Vous vous rappelez quand vous aviez quitté cette taverne de l'allée des 1000 tavernes, et j'avais mon arbalète pointée sur l'arrière de ton crâne, Carmilla, me disant que vous étiez des membres du culte de la mer pourpre et que j'allais en supprimer encore un ou deux. Une grave erreur de jugement. Tu n'as pas perdu ton front parler, et c'est tout à ton honneur, en tout cas. Ravi de te voir ici. On peut se tromper.
Vous avez Ludwig, drôle de manière de vous faire des amis quand même. Hein. je n'ai pas l'honneur de vous connaître, mais on m'a parlé. Et Ulrich va quitter la pièce, vous laissant en fait avec Gottfried, Adolphus et puis à trois. Maître Bourri, n'est-ce pas? Absolument, enchanté. Je suis maître ingénieur. Et vous-même? Il va te serrer la main. On m'appelle Adolphus. Je suis un vieil ami de Carmilla, Ludwig et Lorenz. Ah, écoutez, les amis de mes amis sont mes amis. Heureusement d'ailleurs. Et c'est mieux comme ça. Et il va se tourner vers toi, Ludwig, pour te saluer aussi, te serrer la main vigoureusement. Tu vois qu'il a pris 1 ou 2 cicatrices de plus depuis la dernière fois où vous l'avez croisé. Ouais. Il a dû se battre récemment en tout cas. Et il ne parle pas plus de Lorenz en fait, mettant un voile pudique sur le fait qu'il doit pertinemment savoir que Lorenz est décédé. Mais c'est un homme solitaire. C'est un homme qui n'a aucune mélancolie, aucune pitié pour ceux qui meurent. Et Lorenz est mort. Il n'avait qu'à pas mourir. Donc Adolphus va se retourner vers Gottfried. J'étais en train d'interroger cette pourriture, cette engeance du chaos. Je ne sais ce qui me retient de lui couper la gorge. Peut-être le fait qu'il soit protégé par le Midden Marshal. Alors, pensez-vous qu'il a encore des secrets? Alors Gottfried vous regarde, il est mal à l'aise, il vous connaît, Carmilla et Ludwig, et donc il cherche du regard, Carmilla il cherche du regard, il cherche Ludwig du regard aussi, parce qu'il sait que vous l'avez sauvé, et il cherche un appui, en tout cas un signe. Je me tourne vers la personne. Dis donc, vous n'oseriez pas mentir à mes amis? Je n'ai fait que dire la vérité. Vous le savez, Carmilla, vous le savez, Ludwig, que je ferai tout pour que mes péchés soient pardonnés. Vous le savez. Moi... Pardon, vas-y. Mais en tout cas, c'est bien pour cela que vous avez une seconde chance et que vous êtes encore en vie aujourd'hui, donc... Oui, je sais ce que je vous dois. Je sais ce que je vous dois. Je sais très bien. Monsieur Adolphus, est-ce qu'il y a un sujet particulier pour que vous soyez présent ici à l'interroger? Peut-être n'être pas assez... Je voudrais pas trop parler de ça devant... Et il se tourne vers Gottfried. Je ne veux pas trop parler de ça devant lui parce qu'il... J'ai en tout cas... Alors, il réfléchit à ce qu'il va dire avec précaution. Bon, on peut en parler. Pas forcément que ce soit pas ici. Oui, on pourra en parler. vous êtes à l'auberge de Yuri, mon ami. Oui. Ça. Ouais. Quant à Gottfried, je voulais juste qu'il finisse de répondre à ma question. Et puis après, je pense que j'aurai les informations nécessaires. Et Gottfried ne sait pas trop quoi dire. Oui, je vous confirme, monsieur, que quand Castor est arrivé, vous savez, enfin, vous voyez bien, vous savez de qui je parle, Castor. Non, vous ne savez pas. Liberung, ouais. Oui, Liberung, oui, Castor Liberung. Il venait de Nuln, il était passé par Aldorf. Il était en train de faire quelque chose qui était complètement interdit. Et à ce moment-là, Westmayer, vous savez, Westmayer, c'est lui qui donnait les ordres. Moi, je ne faisais qu'exécuter. Vous le savez bien.
Westmeyer nous a convoqués et nous avons rencontré ce Castor Liberung. Il nous a parlé longuement. Du fait qu'il était là pour réunir les cellules de la main pourpre, ce qui est complètement interdit, ce qui était complètement interdit. D'ailleurs, Westmeyer lui a dit qu'il était complètement interdit de se déplacer et de rencontrer et que quelqu'un connaisse toutes les têtes pensantes du culte de la main pourpre. Et c'est à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, Monsieur Adolphus, qui nous a parlé de cette légende, de cet unique héros qui naîtrait de peut-être de la fusion de toutes les cellules. Quand je dis un héros, un champion plutôt, un champion qui naîtrait et qui serait le champion du chaos sur l'Empire. Et il nous a parlé aussi de trois, comment on appelle ça, de trois messagers. Oui, les trois messagers. Et il a toujours dit que lui, il était un des messagers, mais qu'il n'était pas seul. Ils sont trois. Trois messagers. Et après, j'ai compris quand j'ai vu Lorenz le Magnifique. J'ai compris que Lorenz était aussi un des messagers. Parce que ce qu'il nous a dit, c'était que ces messagers étaient des frères. Et Les trois messagers étaient des frères ou les deux autres? Les trois messagers étaient des frères. Des frères nés de la même mère le même jour. Mais moi, je l'ai senti dans la magie qu'utilisait Castor. Il avait le vent magie du Dar en lui, qui le corrompait au fur et à mesure. Vous ne savez pas trop ce que c'est que le vent magique du Dar, mais vous avez au moins cette notion que c'est la magie noire, la magie nécromantique de la mort. Pas de la mort au sens du dieu mort, hein, mais de la nécromancie. Peut-être même de la démonologie. Et il avait ça en lui, il le développait. Moi, je l'ai toujours dit, je sais invoquer la puissance de mon ancien dieu. Je ne crois plus en lui. Mais ce Castor, c'était inné. Il avait cette corruption qu'il avait rattrapée. Et d'ailleurs, ce soir-là, en dînant dans cette auberge, il nous a raconté que c'était une auberge dans laquelle nous étions rendus au hasard. On mangeait, nous, les quatre responsables du culte à Middenheim, nous a dit que il avait eu cette vision. Un jour, vous savez que Castor était un riche notable à Nuln. Et un jour, après avoir été en contact avec une pierre, il nous a dit s'être réveillé et se rappeler quelle était sa mission dans l'Empire. Et c'est à ce moment-là qu'il a rejoint le culte de la main. Il nous a dit que il le savait intuitivement depuis qu'il était jeune, il avait été abandonné par sa mère. Et semble-t-il vendu par sa grand-mère. En tout cas, comme je vous l'ai dit, Monsieur Adolphus, il nous a parlé de ça, il nous a parlé aussi des guides. Il y a des guides qui doivent guider le champion du chaos à ce qu'il émerge, à ce qu'il naisse. Et maintenant que je sais et que vous m'avez dit, Adolphus, que Castor est mort, je pense que tout ça doit s'arrêter. Il n'y a plus de messager. Il n'y aura certainement plus de champion. D'accord, attendez juste un instant. Donc vous êtes en train de nous dire que Castor, Lorenz et... comment il s'appelle le troisième? Il n'y a pas de connaissance de troisième. Hein. Ah, c'est pas... Je crois que c'était le troisième, c'était le gars qui s'est enfui là. Non, Westmeyer. Tu parles de Westmeyer? Oui, c'est ça. Non.
Vesmeyer est pas un Donc jumeau. en fait, en gros, on recherche un troisième, quoi. Donc vous êtes en train de dire qu'il y a des triplés. Ouais. Enfin, c'est ce que sur les j'ai cru comprendre. triplés, il y en a 2 qui sont décédés, dont notre cousin. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Ouais, mais c'est juste la ressemblance, hein. Ça veut pas dire que... Non, attention, le cousin, il a juste une ressemblance. Vous me dire, on aurait dit que c'était le sosie de... C'est pas comme si c'était un frère, mais on aurait quasiment dit que c'était le sosie de mémoire, non? Et ça expliquerait pourquoi votre cousin ressemblait autant. Alors, c'est la question. Est-ce que c'est une ressemblance vraiment familiale ou est-ce que c'est juste un... Comment est-ce qu'on aurait pu ne pas savoir que notre cousin avait des frères jumeaux? Ben voilà, c'est ça. Si c'est né par la même mère, il suffit qu'on cherche du côté familial. Alors là, il vous regarde, c'est pas lui qui va vous répondre. Hein, c'est nous que c'est la réflexion entre nous. Genre... Et nous réfléchissons à haute voix parce que vous comprenez que ça perturbe toute notre enfance et notre jeunesse, ce que vous nous racontez. Oui, mais il a rien à comprendre. Je regarde Carmilla, mais il a rien à comprendre. C'est sûr que la réunion de famille elle va être compliquée après ça. Hein. Vous savez que Ludwig, toi, vous êtes né à 1 an d'écart. C'est c'est Lorenz qui était entre guillemets le plus vieux, et 24 ans. Carmilla 23 ans et Ludwig 22. Donc vous n'avez pas de souvenir de l'enfance des autres. Oui. Vous vous rappelez juste qu'à un moment donné, vous étiez dans le même village. Vous avez le point commun que vous avez, c'est vos mères. Et elles, ils sont les sœurs. D'accord. Les sœurs, ouais. Et nos mères, elles sont en vie? Vos mères, elles Quelque sont part en vie, oui. Vos mères, elles sont en vie aux dernières nouvelles. Après, dans le vieux monde, ça peut changer assez vite. Mais oui, elles sont en vie. Ok. Et donc, vous n'avez pas d'arbre généalogique sur vous, mais vous vous rappelez bien, Carmilla, maintenant, c'est toi l'aîné, maintenant Carmilla, hein, depuis le décès de Lorenz. Tu sais que tout a commencé alors que vous étiez à l'enterrement de votre grand-mère, Rochilda Moulard, et qui a donné naissance à 3 filles. Mais ça, vous le savez, votre grand-père, vous l'avez jamais connu. À 3 filles de père, entre guillemets, ou c'était un seul père, ou pas, puisque les filles sont assez rapprochées quand même, elles ont peut-être, pas comme vous, quelques années d'écart, à peine. Et donc, ces 3 filles sont vos mères et tantes, de manière logique. Et donc, Carmilla, toi, tu es la fille de Britt Brenveil, anciennement Moulard, hein, puisque son nom de jeune fille c'était moi, et de Karl Brenveit. Lorenz, Lorenz, c'est le fils de Marietta Pizerman et de Luthor Pizerman. Et Lorenz, son père, était décédé. Vous l'avez jamais connu. Vous l'avez jamais connu. Il est décédé d'une fièvre. Alors que Lorenz était un tout petit bébé encore. Et Ludwig, lui, est né d'Adélaïde Moulard. Il n'était pas marié, d'un père inconnu. Et donc, c'est pour ça qu'il s'appelle Ludwig, dit Wolfhammer. Parce qu'on ne connaît pas le nom de son père. Et donc, si vous creusez, vous rappelez Lorenz, bien entendu, vous connaissez Marietta Pizerman, qui a gardé le nom de son mari. Vous la connaissez, c'est votre tante, elle est encore vivante quand vous avez enterré la grand-mère Rochilda Moulard. Mais son père, vous l'avez jamais connu, il est décédé dans son jeune âge. Et par contre, vous n'avez pas connaissance qu'elle aurait accouché triplé. Ça, c'est sûr. Quant à la grand-mère Rochilda Moulard, ce qui est aussi une certitude, c'est le comte Otto Bourman l'a connu. Puisque Carmilla, il t'a bien dit,
Rappelle-toi, vous étiez dans le palais du Graphe, il t'avait quelque part invité dans son bureau, vous aviez un peu peur pour votre sécurité, mais en fait, il t'a révélé que il reconnaissait en toi ta grand-mère. Ouais. La grand-mère ou la mère? La grand-mère. Ah, ok. Ouais. Le comte Otto Bourman est assez âgé. Oui, je sais. Assez âgé, donc les générations passent vite dans le vieux monde. Hein. On a des enfants assez jeunes. On meurt assez vite. Donc c'est assez logique que le comte Otto Bourman ait plutôt connu la grand-mère. Oui. Qui devait être certainement, il devait être jeune à l'époque, peut-être, quand ils sont connus. Il n'a pas été très précis sur la date, mais suffisamment pour que Carmilla, tu comprennes qu'il te reconnaissait quand elle était jeune, puisque voilà, c'était le portrait craché de Rochilda Moulard qu'il a connu. Voilà. Et donc, si vous en croyez, ce que j'entends, c'est que vous croyez que finalement Lorenz a eu... Alors, moi, j'ai toujours dit que c'était un sosie, hein. On est d'accord, c'est toujours que... Oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Mais c'était ma description, et je précise que c'était un sosie, et que à chaque fois que Lorenz croisait quelqu'un qui avait connu Castor, il pensait tout de suite que c'était Castor. Hein. Donc, c'était quand même un peu plus qu'un sosie, c'est-à-dire que c'était... enfin, un peu plus. C'était un sosie, quoi. Un sosie, c'est une personne qui ressemble nettement à une autre personne. Voilà. Donc je reste sur ma définition de sosie, puisque vous ne savez pas s'il y a eu des triplés, en tout cas, vous non. Mais ce qui s'est passé à votre naissance, vous ne le savez pas. Et votre grand-mère ne pourra pas vous le dire. Bon, après... On fera torturer les parents, alors. Il va pas non plus inventer... Tu vois ce que je veux dire? Il peut pas raconter quelque chose d'inventé. Enfin, en tout cas, il a bien entendu ça quelque part. Je dis pas que ça veut dire que notre cousin est triplé, mais ce qu'il raconte est... Oui, Gottfried, ce qu'il te raconte, c'est... En tout cas, c'est ce qu'il le pense vraiment. Il le pense. Enfin, c'est ce qu'il a entendu, ce qu'il a déduit, ou en tout cas entendu directement. Et effectivement, ça te paraît un peu gros. Ça pourrait être inventé. Pourquoi il aurait inventé, d'ailleurs, une histoire de triplé, 3 messagers triplés, enfin... Bon, il y gagnerait rien, en tout cas, dans sa situation actuelle. Et vous voyez bien qu'il est apeuré et que maintenant, ça fait quand même pas mal de semaines qu'il est enfermé. Il n'est pas prêt de sortir, hein. Ça c'est sûr. Mais il est toujours vivant. Voilà, pas tout avoir. C'est déjà, pour lui, vous connaissez la loi, hein, il aurait dû être brûlé vif, pendu, écartelé, hein, pour être membre, et surtout brûlé, hein, vif, pour être membre d'un culte. T'es au moins brûlé, si t'es responsable d'un culte, c'est écartelé et brûlé après, ou dans l'autre sens, ça dépend ce que les Sigmarines veulent. Et même les Urilicains. Ah bon, moi il y a le choix qui est donné, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà ça. Et donc, Adolphus, qui est à côté, commence à être très perplexe. Hein. Commence à être perplexe parce que moi, j'étais sûr que Lorenz était... vous le savez, quand je vous ai suivi la première fois, j'étais sûr que Lorenz était Castor. C'est pour ça que je vous ai suivi. C'est pour ça que j'ai failli vous éliminer. Oui. Et je vous ai tendu ce piège à Bogenhofen, puisque je suivais... depuis déjà plusieurs semaines. Et donc c'est à ce moment-là qu'il va se lever, il va sortir. Il continue à vous parler dans le couloir parce qu'il ne veut pas que Gottfried entende ce qu'il va dire. Vous savez que il va te faire confiance, Bourri, parce que tu es avec eux, parce que tu es un nain aussi, et que tu n'as pas l'air corrompu à ce stade. Ah, c'est encore à ce stade. Oh là 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 là. Et alors qu'il va marcher, peut-être vous allez rejoindre d'ailleurs votre auberge. Il va vous raconter la chose suivante. Après vous avoir quitté Altdorf, c'était... maintenant ça fait un bout de temps, hein, ça fait plus d'1 mois. Je suis parti pour Uberstreik. Vous savez certainement, je crois vous l'avoir dit, que mon employeuse vit là-bas. Elle a été envoyée par l'empereur récemment, là-bas. Et c'est elle qui, depuis des mois, enfin, même ça va faire des années,
m'a embauché pour que j'enquête sur ce culte de la main propre. D'ailleurs, je comprends que vous avez fait un meilleur travail que moi à Middenheim que ce que j'ai jamais fait ailleurs. Un compliment dans sa bouche, faut savoir. Même s'il a pas l'air de vous complimenter. Il y a presque une lueur de respect qui commence à naître dans toute petite lueur, ça commence à peine à naître. Et là-bas, je lui ai fait mon rapport et elle m'a dit avoir aussi des informations et être sur la piste maintenant du culte à Altdorf. Elle en est sûre, mon employeuse. Il y a un culte assez puissant à Altdorf, d'où le fait que je suis venu ici. 1, pour vous retrouver. 2, puisque j'ai appris par des répurgateurs qu'un culte puissant avait été... c'est à peu près une dizaine de jours que j'ai appris ça. Qu'un culte puissant avait été découvert à Middenheim. Et c'est pour ça que je suis venu. Je ne savais pas que c'était vous. Et en tout cas, ça ne m'étonne plus maintenant. Pour avoir des informations et peut-être identifier qui peut être à la tête de ce culte à Altdorf. Malheureusement, comme Gottfried vous l'a dit, tout est segmenté. Et peut-être, à part Westmayer, peut-être connaîtrait quelqu'un de la cellule d'Altdorf, les amants haut placés, que ce soit intéressant. À part Westmayer, c'est pas ce Gottfried qui connaît. Il m'a tout dit, je pense pas qu'il connaisse quelqu'un d'Altdorf. C'est dommage, puisque peut-être avec Lorenz, nous aurions pu préparer un piège et attirer, en faisant passer Lorenz pour Castor et attirer des membres du culte de la main pourpre à Altdorf. Mais maintenant, nous n'avons ni information, ni même ce damné Lorenz. Mais c'est intéressant. J'ai 2 questions. Oui, Carmilla. Premièrement, est-ce qu'on sait pour qui vous travaillez? Il n'a jamais dit. Il tourne autour. Pour qui travaillez-vous? Vous comprendrez, tu comprendras, Carmilla, que je ne veux pas révéler, mais sache que c'est quelqu'un de extrêmement haut placé à Ubersreich. Ubersreich, je vais... Après, c'est bien parce que du coup, ça permet de mieux voir la répartition des principautés et exactement, grands domaines, avec les blasons. Vous voyez que vous êtes à Middenheim, le loup blanc sur le château. Et, évidemment. Et voilà, vous êtes ici à Middenheim. Vous connaissez bien, pas très loin des montagnes du milieu, que maintenant vous avez visité. Au nord, il y a le Norland, qui est sous la coupe de Middenheim. Et il y a le Middenland, qui est juste à côté, le duché, mais qui est aussi sous la responsabilité de Middenheim. Middenheim, c'est une cité. Quelque part, elle est assez indépendante, mais elle est certainement dans l'Empire celle qui a les terres, un nombre de terres assez important. Faut voir avec le Talabecland, mais et donc ils ont en fait le Norland et le Middenland sous la coupe de Middenheim, sous la coupe. Et le terme est peut-être osé, en tout cas le Norland est sous la coupe et le Middenland c'est historique, il a toujours été, aussi longtemps que les hommes se rappellent, dépendant de Middenheim. Vous avez Altdorf qui est au plus au sud et vous, rappelez-vous, tout a commencé, vous étiez à côté d'Altdorf. Vous reveniez, votre village natal n'est pas très loin d'Altdorf, et vous reveniez de votre village vers Altdorf, dans cette auberge, quand tout a commencé. Donc il y a Altdorf, qui est la capitale du Reichland, et aussi la capitale de l'Empire, et Ubersreich est dans le Reichland, près des montagnes grises. Voilà, c'est cette cité que je vous pointe, elle est vraiment en bas des montagnes grises, c'est une grande cité, assez riche, et vous en avez eu un certain nombre d'échos depuis maintenant quelques temps. Vous avez eu l'écho que Ubersreich, le graphe d'Ubersreich, a été déposé il y a quelques mois par un édit impérial et remplacé par des officiers de l'Empire. Personne n'a compris pourquoi une des cités importantes, pas loin d'ailleurs de cités naines comme Karag, Asgaraz, pourquoi le graphe a été déposé.
Le graphe n'a pas été exécuté, il a été déposé, et donc l'ancien graphe est retourné dans sa citadelle d'origine. Mais la ville d'Ubersreik est une grande cité, et maintenant elle est sous la coupe de l'empereur. C'est une décision qui a peu d'impact pour le commun des mortels, ça c'est sûr, mais qui, peut-être les nobles, a une importance. Donc pour répondre à ta question, Carmilla, ta première question, Castor va pas répondre, mais par les informations qu'il te donne, c'est une femme, hein, il a toujours parlé d'une femme, ou placée à Ubersreik, peut-être que tu arriveras à recouper. En tout cas, c'est pas lui qui te dira directement, mais tu penses que ça devrait pas être très compliqué de savoir quelle est la femme, s'il y a un certain nombre de femmes haut placées qui ont été envoyées par l'empereur à Ubersreik. Tu pourras trouver le nom à un moment donné, si tu reposes la question aux bonnes personnes. Et c'était ta première question, Carmilla. Oui, alors c'était quoi ma deuxième? Ce serait possible, je ne sais pas si c'était ça, mais pas plus. J'ai ma question autre en tout cas. Est-ce que ce serait possible que notre cousin Lorenz, imaginons un instant qu'il soit triplé, voilà. Est-ce qu'il pourrait être triplé sans le savoir? Complètement. Complètement, parce que vous jouiez ensemble quand vous étiez jeune, puisque vous étiez dans la même famille. Vous viviez certainement d'ailleurs dans la même maison que la grand-mère, avec la mère de Lorenz qui était veuve. Donc, lui, Lorenz, il vous a jamais parlé de triplé, c'est sûr. C'est ça que j'allais dire. Est-ce qu'il a parlé ne serait-ce qu'une fois de ses frères ou quoi? Non, il n'a pas de frère, il n'avait pas de frère. Mais ce que je veux dire, c'est qu'apparemment, il y a un dessin machiavélique derrière. Donc, ces triplés doivent devenir... Et c'est des triplés, alors c'est des 3 messagers. Quelque part, c'est les messagers qui annoncent la venue du champion du chaos. Donc, c'est pas hyper positif. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est même il y a déjà eu un champion du chaos. Malheureusement, tu es un nain, tu es âgé, oui. Il existe de temps en temps des champions du chaos. Souvent, ces champions viennent de l'extérieur de l'Empire et attaquent en ayant réuni des armées gigantesques de gobelins ou d'hommes bêtes et attaquent l'Empire. Et donc, on les nomme les champions. Il y a des héros du chaos et des champions du chaos. Les champions du chaos, c'est quand même des généraux, on va dire, hein, qui rassemblent les armées chaotiques pour essayer de détruire l'Empire. Donc oui, il y a déjà eu. Et c'est ça. Ce que je me disais, c'était que, bon, s'il y a des triplés, soit il était au courant et en fait il vivait un peu une double vie sans rien nous dire, mais qu'en fait derrière tout ça il avait cet objectif de messager, je sais pas quoi. Soit il l'était sans même le savoir, ou alors soit il n'y a pas du tout de triplet, etc. Bon, ça c'est une autre possibilité. Et voilà. Je vais vous répéter rappeler 2 éléments. Le premier, c'est que si Lorenz avait un autre objectif, soit il était particulièrement malin. C'est qu'on a du mal à croire. Ça devait être ça. C'est possible, soit c'était pas le moment. Et le deuxième élément que je rappelle, c'est que Gottfried vient de vous dire que le fameux Catstor leur avait dit que il a eu une révélation suite à un contact avec une pierre chaotique, une malpierre annule. Et certainement que ce contact l'a transformé. Comme vous avez bien vu que Lorenz, au fur et à mesure, se transformait. Et comme vous sentez bien que toutes ces aventures vous ont profondément transformé. Certains moins que d'autres.
d'autres plus que certains. Ah oui, donc en fait, un choc violent avec le chaos peut provoquer une bascule exactement d'un personnage. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que, et toi, en tant que Boris, tu le sais, tu as vu souvent, les nains, vous êtes rarement pris par le chaos. Votre force mentale est telle que vous arrivez à résister, mais tu en as déjà entendu parler de nains qui changeaient de comportement, et parfois ça se voit pas. C'est purement mental, en fait. La corruption est mentale. Et les gens soit deviennent fous, soit deviennent manipulés par les dieux du chaos sans s'en rendre compte. Ou alors, à un moment donné, ils assument complètement. Comme certainement ces cultistes comme Gottfried ou Westmeyer qui ils ont clairement des mutations mentales et en plus manipulent la magie du chaos. Donc c'est possible qu'il y ait une rupture. C'est-à-dire à un moment donné, on va dire que tu es loyal à l'Empire, tout va bien, tu n'es pas contaminé, puis un jour tu peux atteindre un moment de bascule. Et ça peut être une explication comme une autre. C'est bizarre quand même que beaucoup de faits se relatent à Nuln en fait. C'est pas le premier truc qu'on entend par rapport à Nuln. Bah t'avais été le cas. Toutes les rencontres qui venaient de là-bas. Celui avec le crâne là. Oui. Le physicien. Etelka qui était la magicienne que vous êtes allé. Etelka, ah oui, mais toi tu parlais d'Etelka, oui, elle aussi d'ailleurs. Ouais. Elle était avec le physicien à Grisenwald. En fait, vous étiez allé quasiment à Nuln quand vous étiez allé à Grisenwald. Et vous rappelez-vous, vous étiez avec la tour avec les gobelins. Mais elle venait de partir et vous l'avez poursuivie jusqu'à Camperbad. Et de Camperbad dans le grand-duché de Talabheim, du Talabheimland, dans les collines stériles, juste à côté. Ouais. Rappelez-vous, ce village, vous étiez enfoncé, il y avait une espèce de druide, en tout cas un prêtre de Tal ou de Ria qui vous avait... et vous étiez opposé. Là, à ce moment-là, ce groupe qui essayait en fait tout simplement de récupérer la malpierre, le coffre de Dagmar von Wittgenstein, qui contenait normalement de la malpierre. Bon, sauf que la malpierre avait été ramenée au château des von Wittgenstein il y a bien longtemps avant, chose que vous ne saviez pas, mais que Etelka ne savait pas non plus. Vous avez supprimé une bonne partie du groupe, dont le physicien, qui est mort, mais Etelka s'est enfui grâce à une sortilège de vol. Depuis, vous n'en avez plus entendu parler. Mais effectivement, elle venait de Nuln, de l'université de Nuln, mais il y avait quelqu'un d'autre aussi qui avait fait ses études à Nuln, c'était le marchand. Ah oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez du marchand, on va revenir. Johannes Tungen. Vous vous rappelez, ou vous vous rappelez peut-être pas de Johannes Tungen, qui était à Boganofen. Exactement. Ouais, je me rappelle maintenant. Voilà, hop, je vous le mets. Et c'était en fait le maître. Alors, il n'y avait pas de lien avec le culte de la main pourpre, mais il avait amené les marchands à croire que grâce à un rituel magique, il allait améliorer leurs conditions et la puissance de Boganofen, qui était une cité libre. Mais en fait... c'était à l'Ordo machin, là. Enfin, je sais plus le nom. L'Ordo Septimus. Ouais. Voilà. Donc, Johannes Tungen avait fait ses études, ou une partie d'études, avec Etelka à Nuln. Donc, effectivement, beaucoup de choses ramènent à Nuln. Des choses qui ne sont pas liées forcément entre elles, parce que vous n'avez pas l'impression que Tungen et Etelka, vous savez qu'Etelka ne fait pas partie du culte de la main pourpre, vous en êtes sûr. Mais beaucoup de choses peuvent amener à Nuln, cette cité libre, qui est une ancienne capitale impériale, hein, d'ailleurs. Après, vous n'avez pas non plus... vous savez que Castor est parti de Nuln, et certainement allé à Camperbad, puisque quand vous étiez à Camperbad, vous avez entendu parler qu'il était allé là-bas, certainement allé à Altdorf, certainement allé à Middenheim. Et c'est quand il allait de Middenheim à Altdorf qu'il est mort. Et que vous l'avez trouvé. C'est à ce moment-là que vous l'avez trouvé. Avant qu'il devait descendre à Boganofen. Voilà pour un peu d'histoire. Et Boris, tu découvres cela alors que vous arrivez à l'auberge des armes du
On a encore oublié une personne de Nuln. Le coureur de pont, là, le médecin. Non? Il venait pas de... Le médecin personnel du Graphe. Enfin, pas personnel du Graphe. Celui qui nous a aidés, là. Oui, celui qui nous a aidés, en fait. L'italien, là. Ah, vous parlez de... Vous parlez de Luigi Pavarotti. Luigi, ouais. Luigi Pavarotti, il est vécu en Chile, il est vécu à Nîmes, il est vécu à Aldorf, il est vécu partout. Ah ouais, d'accord. Et vous savez que il vous a raconté plein de choses. Mais vous vous rappelez ou pas qu'à un moment donné, vous étiez avec lui dans les rues de Middenheim pour aller jusqu'au jardin de mort pour faire une autopsie. Et je crois qu'il y avait Lorenz et Carmilla avec lui qui étaient allés les chercher. Et vous avez vu des Tiléens qui se sont arrêtés, des militaires Tiléens qui étaient venus pour le carnaval, qui se sont arrêtés à côté de lui et qui l'ont salué avec un signe martial, comme s'il saluait un général ou un amiral. Ou un amiral, ouais. Et puis il avait continué comme si rien n'était à Luigi Pavarotti. Mais il vient pas de nul. Et après, peut-être qu'il a je croyais. D'accord. Il a peut-être vécu à Luigi et de partout. Et c'est votre allié. Enfin, il a été votre allié. Là, c'est sûr. Enfin, oui. Du coup, et il est toujours en ville, hein, d'ailleurs. Ouais, ça serait bien d'avoir des alliés adultes et pas que des ennemis. Pour l'instant. Voilà, quand vous arrivez jusqu'aux armes du Templier, les armes du Templier, pardon. Et donc, Adolphus qui est avec vous est plein. Alors, il est un peu embêté parce que pourquoi il est venu à Middenheim, c'est qu'il cherche des informations sur le coup d'un apôtre à Aldorf, de la main propre à Aldorf. Et clairement, il est dans une impasse, à part aller chercher Westmeyer. Mais Westmeyer, la dernière fois que vous en avez entendu parler, il était dans le Norland en train de convaincre des Norlanders d'assassiner Heinrich. Puisque quand vous avez été attaqué dans le dirigeable, vous êtes sûr que c'est Westmeyer qui a dit à ce groupe-là qu'il fallait... il a donné même les plans de vol du dirigeable pour attaquer Heinrich. Donc Westmeyer, potentiellement, il est dans le nord actuellement. Potentiellement. Et ça pourrait pas être intéressant de donner l'info à Adolphus? Dans le sens, bon, maintenant que vous êtes venu jusqu'à comment ça s'appelle, Middenheim, bon, il n'y a pas si loin que ça, il y a quand même un gros poisson. Bon, bah voilà, c'est une journée aller, une journée retour, et puis au moins vous êtes sûr que le travail a été fait. Tu peux lui donner l'information, il est avec vous. Oui. Surtout que Westmeyer, tu sais qui c'est, tu as bien compris qui c'était, et voilà. Que c'était un des trois seigneurs. Messire Adolphus, vous qui avez fait tant de chemin pour venir jusqu'à Middenheim et rencontrer tant de difficultés, et finalement, bon, une grande partie des cultistes ont été éliminés. Cependant, l'un d'eux semble-t-il échapper à vos trois amis, et le fameux Meyer, et qui, nous l'avons appris à nos dépens en revenant en montgolfière, enfin dans mon beau dirigeable, qu'il a abîmé d'ailleurs, et il a attenté à la vie, à notre vie. Et il semblerait qu'il soit dans le nord en train d'essayer de rameuter des bandes, de peut-être même soulever le nord contre Middenheim. Est-ce que ce ne serait pas une occasion pour tuer l'hydre une bonne fois pour toutes dans cette partie de l'Empire? Vous dites qu'il serait dans le Norland, ça va pas être... Absolument. C'est grand le Norland quand même. Mais pourquoi pas. Je vais aller à Salzenmond et il va prendre la description assez précise de l'homme. Il risque d'en avoir besoin. Voyez-vous un agent Lord Marshal
Théodoric Gostert avait été informé par Karl Weissmeyer comme quoi il les avait informés de notre trajet et peut-être que vous pourrez retrouver l'homme grâce à ces éléments. Ok, il va prendre ces informations et d'ailleurs comme on est en pleine journée, bon, je vais pas traîner alors, j'ai déjà assez perdu de temps ici. Je pars vers Salzenmoon. J'imagine que vous restez encore quelques temps à Middenheim. Oh, certainement. Dès que, si j'ai des informations, je vous contacte ou je reviendrai ici. Et nous devions bouger, nous vous en ferons pas. Vous savez où vous ne pouvez pas me trouver. Et puis sur ce, comme d'habitude, il a toujours ce truc, à chaque fois il part sans vraiment dire au revoir, disparaissant ou partant. C'est un solitaire, hein. Il travaille pas en groupe, jamais. Et il disparaît dans une ruelle et vous entendez un cheval bientôt qui s'en va dans les rues de Middenheim. Et encore une fois, vous voyez partir Adolphus. Vous demandez bien comment il peut survivre. En fait, c'est Zorro, c'est un cavalier qui surgit de la nuit. Alors non, parce qu'il n'est pas masqué, mais pas du tout. Pas du tout. Alors que vous rentrez, vous arrivez, il y a deux nains, Bori, qui semblent t'attendre ou te chercher peut-être. Te chercher ici. Et ils viennent vers toi tout de suite et commencent à te parler en casalide. La langue des nains, je vais le faire devant les autres. Tu verras si tu leur donnes l'information, bien entendu. Maître Bori, on a fait comme vous avez demandé, on a eu des informations. Il semblerait que, après ce qui s'est passé dans les montagnes, les Omra, les Skaven s'agitent dans la cité souterraine, Maître Bori. On a eu plusieurs personnes qui sont mortes, mais un de nos hommes a réussi à avoir une information au sujet d'un prophète gris. Il devrait arriver par une route connue dans la cité souterraine. Les prophètes gris, toi tu connais Maître Bori, Maître Nain, pardon, Maître Bori. Tu connais, ce sont les prêtres du dieu cornu. Et ce sont des membres... c'est un espèce de... Il y a le conseil des 13 chez les Skaven, les 13 grandes familles, les grandes... Et il y a les prophètes gris qui sont, on va dire, les prêtres. Ça serait l'équivalent, tu vois, je vais permettre de dire, des prêtres de Sigmar pour les Skaven. Et donc, ce sont des Skaven puissants, mais qui sont aussi protégés et qui connaissent énormément de choses. D'accord. Et donc, ces deux nains qui sont, tu le sais bien, hein, des guerriers qui sont souvent dans la cité souterraine parce que, toi, tu le sais que les Skaven sont une menace, même si c'est pas une menace au quotidien. Un des rôles des nains à Middenheim est bien de protéger la cité des attaques de la cité Skaven car vous le savez, il y a une cité Skaven sous la cité de Middenheim. C'est pas une puissante cité Skaven. Vous vivez quelque part depuis pas mal d'années en je vais dire cohabitation. En tout cas en pacte de non-agression, ou en tout cas que des escarmouches, il n'y a pas de guerre ouverte. Mais ces deux nains-là t'amènent cette information. Ils savent que, et il va d'ailleurs te donner une heure précise, dans quelques heures, le prophète gris va emprunter un passage qu'ils ont identifié pour revenir de l'extérieur de la cité. Alors quand je dis l'extérieur de la cité, c'est toujours en souterrain, hein, c'est un prophète qui va venir de souterrain extérieur jusqu'à la cité souterraine de Middenheim, et ils savent par où il va passer. Très bien. Et est-ce qu'on a le temps de rassembler suffisamment d'hommes pour l'intercepter? Oui, Il y aurait un endroit propice pour... Oui, on peut voir ça. Après, je ne sais pas si j'aurai suffisamment d'hommes, mais une bande de guerriers aguerris, ça serait préférable.
peut-être une dizaine de nos meilleurs hommes, maître Bourré. Je me tourne vers Carmilla et Ludwig. Écoutez, on vient de m'apprendre qu'un prêtre gris va arriver par les souterrains dans la cité d'ici quelques heures. C'est une occasion inestimable d'en apprendre plus sur la situation sur la situation du chaos en cas de ce qui se passe sur la cité et puis de l'état des cavernes, surtout qu'il y a un regain d'activité actuellement sur la cité, mais nous aurions besoin de toutes les forces disponibles pour monter une embuscade. Est-ce que vous seriez disponible? Je ne dis jamais non à écraser des têtes de chaos. Ça n'en est pas moins de vous. Je suis disponible, bien sûr. Ensuite, nous ne sommes pas une armée à nous tout seuls. Hein. Non, bien sûr. J'ai requis des nains qu'un groupe d'une dizaine de soldats se rassemble au lieu de l'événement. J'en ferai part au temple aussi. Je pourrais peut-être demander quelques hommes qui pourront nous accompagner également. Alors que vous discutez, il y a les deux nains qui sont toujours à côté, et en Casalie, ils vont te reparler, parce qu'ils comprennent quand même leur expil, c'est leur expil ou rexpel, enfin le langage commun. Maître Bourri, né des humains dans la cité souterraine, vous êtes sûr? Ces deux-là. Oh, si, je les regarde. Ah, il le dit en Casalie. Il le dit en Casalie, ouais. Ouais. Ah, alors, oui, non. alors, du coup. Ouais. Peut-être qu'ils sont malhabiles dans les souterrains, mais ces deux-là ont ma confiance. Et je sais qu'ils ne trahiront pas nos secrets. Il faudra qu'on soit discret, Maître Bourri. Et il regarde la forte carrure des deux humains. Ils sont bien plus grands que vous, hein. Vous êtes des nains après tout. Mais si vous avez confiance en eux, alors très bien. Par contre, si on doit y aller, c'est maintenant. Et il faut rejoindre la cité, et descendre, aller jusqu'à là-bas. Eh bien, nous partons. Le dit Carmilla, il faut nous dépêcher. On est arrivé dans les étages inférieurs. Tu peux prendre Tu peux essayer de prendre le temps. Pour aller le temps pour au moins recruter 2-3 personnes qui pourraient nous aider assistance. Malheureusement, Ludwig, ce qu'il se passe dans les souterrains de la cité, seuls vous deux pouvez nous accompagner. Je comprends. Ce sont des Sigmarites et je pense que les Sigmarites est forte, mais c'est une question tout à fait sensible pour mon peuple. Bien, je respecte votre choix, mais sachez toutefois que vous aurez ma parole que si ce sont des Sigmarites qui vous accompagnent, que nul mal vous sera fait à vous, les nains. Mais le choix est le vôtre. Si vous préférez partir maintenant, je l'accepte et je la comprends. Le mieux sera de partir tout de suite. Vous partez tout de suite. Tu aurais eu le temps d'aller chercher des renforts, mais vous partez tout de suite assez calmement. Vous allez très vite descendre dans la cité plutôt au sud, où il y a la guilde des ingénieurs. Et vous allez rentrer dans la guilde des ingénieurs, mais vous n'allez pas aller à l'étage. Vous allez directement aller dans la cave. Et puis les deux nains qui vous accompagnent vont s'équiper. Et vous les entendez hurler dans la cave des ordres, des invectives. Et plusieurs autres nains viennent s'équipent. Ils s'équipent sévèrement, c'est-à-dire hache, armure, casque. Ils y vont bien équipés. Ils y vont très bien équipés. Et vous aussi d'ailleurs, vous pouvez vous équiper si vous n'êtes pas déjà équipé. Alors ils n'ont pas d'armure vraiment à votre taille. Mais gros équipement à fond. Et si tu veux, toi, Bourri, il y a moyen
de récupérer à ce moment-là un équipement particulier, puisque je pense que... Donc après vous êtes rééquipé, profitant de l'art guerrier nain, c'est courageusement. Certainement que vous allez suivre ce petit groupe de nains. Mais vous pensiez peut-être que ça allait être facile, mais non, c'est pas facile, puisque ça va être d'échelle, de cordes à petit ascenseur. Alors quand je dis ascenseur, c'est en bois, manuel, que vous pouvez descendre vous-même en tenant la corde, et vous rentrez, très vite vous êtes perdu. En revanche, vous voyez que les nains font attention où ils vont, ils suivent des runes qui sont indiquées dans les égouts, puis ensuite dans des passages qui s'enfoncent. Vous êtes à Middenheim, vous êtes en haut du Folkschlag, de ce grand pilier rocheux. Vous vous rendez compte que vous enfoncez de plus en plus profondément, peut-être maintenant jusqu'au niveau le plus bas de la montagne. Ça vous a pris bien 2 heures. Les nains s'arrêtent régulièrement. Bori, tu vois bien que c'est pas un endroit où ils viennent souvent. Et ils discutent. En fait, ils ont eu l'information, tu l'apprends, en torturant un des Skaven qu'ils ont capturé. Et donc, ils se méfient quand même. Parce que les Skaven, il faut toujours se méfier des informations qu'ils peuvent te donner. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais à un moment donné, vous allez arriver dans un égout ou une canalisation. Vous êtes très très bas, suffisamment bas pour vous dire que c'est des très très anciennes canalisations et des très très anciennes égouts. Normalement, vous devez voir, voilà que vous êtes là, vous êtes caché derrière un tuyau, les nains se parlent très vite. Bori, tu comprends que c'est ici. Un passage, jette un coup d'œil, tu vois qu'effectivement, peut-être un peu plus loin, il y a des passages, mais il y a un nain qui va quand même faire un tour, qui va aller regarder, qui va revenir. Je pense que c'est là, ça amène, et puis il va parler de direction. Ludwig, Camilla, vous êtes complètement perdu. Si vous êtes seul, vous savez que vous ne remonterez pas facilement. C'est pas un peu claustrophobique là ? C'est complètement claustrophobique. Vous avez une masse de terre au-dessus de vous, plusieurs centaines de dizaines, voire centaines de mètres. Et vous êtes dans un très très ancien égout. D'ailleurs, les pierres se fissurent de ci, de là. Et puis vous voyez un peu d'eau saumâtre, mais vous savez, elle doit être là depuis des dizaines d'années, cette eau saumâtre. Et t'as du mal à voir, Camilla, surtout qu'un des nains te dit de mettre ta lanterne le plus faible possible, parce que si le groupe voit cette lumière, il risque de changer de direction, ou d'être alerté. Voilà. Et les nains s'installent, prêts à attendre. Peut-être d'ailleurs, il y en a un qui dit, peut-être qu'on les a loupés, peut-être qu'on va attendre pour rien en fait. Parce qu'ils n'ont pas l'heure exacte, ils ne savent pas ce qu'il y a. Ouais, et puis le temps va passer. Oui, Bori. Non, je le disais, paumé au milieu des souterrains, autant dire qu'on est bien. Toi, tu pourrais peut-être t'en sortir en suivant les runes. Parce que vous avez suivi les runes, en fait. Tout ce dédale, en fait, pour toi, est quelque part mappé, cartographié grâce à d'anciennes runes qui peuvent indiquer un chemin, en tout cas, plusieurs chemins. Mais il faut les trouver, et t'as pas l'habitude, même si tu connais la cité souterraine, et tu sais bien, et d'ailleurs, tous les trois, vous savez que la cité souterraine est quelque part presque une légende, parce que ça fait bien longtemps que la majorité des nains vivent à la surface, et que c'est que des troupes qui sont envoyées pour assurer la défense, mais il y a très peu d'habitats permanents dans les souterrains nains, dans les souterrains de Middenheim. Le temps va passer, et quand on attend, le temps paraît extrêmement long. Quand il n'y a pas de lumière, qu'une lanterne qui... En plus, Camilla, tu la reconnais, cette lanterne. C'est la lanterne que vous aviez récupérée à Bogenhafen, il y a des mois de ça.
C'est toujours la même lanterne qui vous suit. Vous ne savez pas comment elle a pu survivre à tout ça. Elle a même survécu au naufrage de votre bateau sur le Reik. Vous avez récupéré un peu de matériel, dont ça. Et est-ce qu'elle va te porter chance? Je ne sais pas. Ceci dit, à un moment donné, vous allez entendre du bruit. Un des nains va lever la tête, passer un peu... La tête va te demander de fermer quasiment ta lanterne au minimum pour que ce ne soit plus qu'une petite lueur. Et vous allez entendre des pointements caractéristiques de Skaven. La première chose que vous allez voir, c'est des petits rats à 2 têtes qui vont s'avancer. Une lueur verdâtre qui va apparaître à la sortie d'un tunnel. Une lueur verdâtre, vous reconnaissez cette lueur verdâtre parce que c'est la Malpierre. Ça sent cette pierre maudite, maudite plutôt, maudite des dieux. Et non seulement vous la sentez, elle est de plus en plus prégnante, mais en plus vous entendez ce bruit de raclement. Et surtout le langage, ce langage assez honni, on peut le dire, des Skaven. Et en fait, c'est eux qui vont illuminer un peu la pièce. Il y a ces rats à 2 têtes qui arrivent et ensuite des Skaven, des soldats, ils portent le signe des 13 du rat cornu. Ils portent en fait une épée d'une main et de l'autre, vous avez l'impression qu'ils portent ces chaises à porteurs, mais en fait non. La chaise à porteur flotte dans les airs. Et sur cette chaise à porteur, vous voyez ce prophète gris. Il est assez loin. Vous êtes certainement heureux qu'il soit éclairé par cette Malpierre, puisque ça dissimule certainement votre lumière. Les nains se regardent. Il y a un moment de doute. Vous comptez le nombre d'adversaires. Ça paraît pas beaucoup. 5, 6 peut-être. Bourri, les nains se tournent vers toi. Ils attendent tes ordres quelque part. Et je leur fais pour les part dès qu'ils l'ont rapporté. Et je me tourne vers Carmilla. Carmilla, pouvez-vous viser le prêtre gris en priorité? Nous assurerons le reste. Oui, bien sûr. Mais là, c'est normal qu'on soit zoomé comme ça ou... Alors, est-ce que tu peux faire une prière silencieuse? Elle sera pas silencieuse, mais à bas mot, oui. Bien sûr. Oui, disons qu'à bas mot. Ouais. Alors, j'aimerais... Bon, en tout cas, murmurer. Murmurer, ça, on est caché derrière un truc ou... Oui, vous êtes caché derrière ce gros tuyau là. Tuyaux, ouais. Et là, l'eau là, à gauche... C'est nos saumâtres. Vous allez certainement pied. Un des nains y est allé, il a pied. Hein. Vous pouvez passer par là, vous pouvez passer au-dessus du tuyau. Mais vous voyez que les Skaven viennent de sortir de ce... Alors, c'est des gros tuyaux, hein, pas vraiment à l'échelle. Ils viennent de sortir par là. Et lentement avancent. Ils vont certainement passer par où vous êtes. Et Ludwig, moi, je vais viser le... Tu vas viser le chef. Tu as de la chance qu'il soit en hauteur parce que ça te permet de ne pas avoir en fait de difficultés. Et on veut juste le maintenir. Viser les jambes, pas ma spécialité. Hein. Ok, mais en tout cas, tu peux éviter que ça fasse un critique. Donc, tu peux lui faire perdre des points de blessure. Donc, et tu sais qu'au moment où tu vas tirer la flèche, tu déclencheras le combat. Hein. On est d'accord aussi. Voilà, on est d'accord aussi. Ils sont quand même pas stupides. Non, ça. Et en plus, tu vois quand même que c'est un peu organisé. Les rats qui sont devant reniflent. Et d'ailleurs, il y en a un qui vient de s'arrêter. Et ces 2 têtes se dressent. Je laisse agir. Ok. Carmilla.
Et c'est exactement ce que je te disais. Pas faire. Oh, pas forcément, ça veut pas dire que ça va te tuer en un coup. Mais... Donc, on va considérer que tu fais attention de ne pas le tuer. C'est bras gauche. Ouais. On va faire ça comme ça. Autrement, j'aurais appliqué le critique. Et donc, tu tires. Tu le touches. Hein. Clairement, tu le touches. Vous entendez un hurlement. Un hurlement, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le temps semble se figer. Et Bori lève son marteau et pousse le cri de guerre Kazélide et sonne la charge. Le temps semble se figer. Je vais vous demander, bien sûr, de me faire un test d'initiative, car le combat va commencer. Et de bien réaliser ce que vous êtes en train de faire. Donc, on n'est pas venu moi, là. je le sens. Non, mais je le sens pas. T'es pas venu pour rien. On va se faire envahir. Voilà. Donc, Carmilla, tu as utilisé ton talent qui te permet de tirer toujours en premier. Hein. Et Bori, tu lances ton cri de guerre. Ils auraient pu être surpris si le premier rat ne vous avait pas senti que la flèche les avait prévenus quelque part, clairement, que vous étiez là. Et donc, malheureusement, c'est eux qui agissent en premier, qui réagissent, parce qu'elle a tiré, hein, Carmilla, en premier. Le palanquin va tout de suite s'affaisser au sol derrière les soldats rouges, qui vont protéger à partir de maintenant leur maître. Il y a un des rats qui va aller dans l'eau et disparaître à votre vue, alors que les deux autres courent légèrement vers vous. Ça va très vite, ces petits rats, et vont se cacher derrière des débris. Et c'est à vous d'agir maintenant. C'est Bori qui agit en premier. Alors je retrouve même pas mon truc. Ah si, c'est bon. Je vais passer par-dessus le tuyau. Tu vas monter. Je serais pas surpris que ce gars-là fait partie du conseil de détresse. C'est ça qu'on avait supposé. Ouais. Avec les différentes têtes là. Et je suis en train de me dire, on aurait dû y aller en mode, on est des fanatiques. En tout cas, Bori passe. Ne t'écoutant pas vraiment. Ouais, non, je vous le dis après. Je suis en train de réfléchir à un truc parce que. Ne t'écoutant pas vraiment. Vous réalisez pas ce que vous faites. C'est pas de réfléchir, mon gars. On est là pour faire des prisonniers. De toute façon, la flèche est tirée, donc. La flèche est tirée. On y va. Et maintenant, on y va. Et donc, Bori, tu passes. Et tu t'avances, tu vois un rat qui est là. Tu peux essayer de passer à côté. Tu peux pas charger, malheureusement, parce qu'il faut que tu passes au-dessus du tuyau. Qui est. Non, mais j'emmène les nains avec moi par-dessus pour. Okay. Et c'est le deuxième à agir. Et donc, tu vois qu'ils sautent par-dessus le tuyau. Ça va être quasiment leur action. Et font une ligne, en fait. Ils font une ligne. Ils lèvent leur bouclier. Tu vois que c'est... attention, c'est des soldats, hein. Ils sont organisés. Ils font une ligne, en fait, pas défensive, mais en tout cas, et leur officier est sur la droite. Ils lèvent leur bouclier, se protégeant les uns mutuellement, et avancent légèrement. Et maintenant, nous allons passer à... Donc, Carmilla a agi en premier, elle n'agira pas deux fois ce tour-là, quand même. Et c'est à Ludwig d'agir. Bah, écoute, marteau, hein, enflammé. Ouais, ils savent coller là, alors... Eh ben, tu prends mon... Autant mettre du feu. Mettre du feu. Hein. Eh bien, tu prends le temps nécessaire pour enflammer ton... Et après, j'avance, quand même. Je vais pas rester là. Alors, attends. Marteau, c'est parti. Ou pas, on ne veut pas. Et Sigmar est loin. Tu viens encore de perdre une action précieuse. Tu es à côté de Carmilla, tu as vu les nains passer de l'autre côté, tu montes sur le tuyau. Tu vois que les rats hurlent devant vous. Il y en a un qui a disparu dans l'eau, rappelez-vous. Vous ne savez pas trop ce qu'il fait. Et les soldats, le prophète gris s'est caché derrière ces deux soldats. C'est étrange, ils sont tellement peu nombreux pour protéger ce type de personnes. Ça va pas durer.
Et c'est un nouveau round qui commence. À ce moment-là, le prophète gris lève le bâton qu'il a et il sonne une petite clochette. Vous allez voir 2 boules vertes sortir des 2 torchères qui brûlent du warp, qui brûlent de la malle-pierre. Les pierres volent dans les airs et vont venir s'écraser au milieu des nains. Bori, je vais te demander un test d'esquive, s'il te plaît. Oh, ouais. Ah, cool. C'est la meilleure catégorie. T'as décidé de, je ne sais pas pourquoi, de guider ce combat. Mais si tu veux, il n'y a pas de problème. Et donc, tu es au milieu, tu vois que les nains se sont lourdement armés. Trop lourdement peut-être pour pouvoir tenter eux aussi une esquive. Bien trop lourdement. Et c'est ça le problème, puisque les 2 jets de warp viennent taper. Ils enflamment les nains. Dont toi, Bori, tu es désormais enflammé. Alors, c'est pas une flamme rouge, c'est une flamme verte. Et donc, clairement, vous voyez que tous les nains sont en flamme. Une flamme verte. C'est un peu la même chose que ton marteau, Ludwig. Sauf que la flamme n'est pas blanche, elle est verte. Et tu les entends hurler. Et c'est le moment où on va faire le jet de dégâts, bien entendu. Ça peut être faible. Punaise, je fais 10 en plus sur mon D10. Cette douleur. C'est exactement ça. Et donc, vous entendez... Alors, en plus, l'armure ne sert à rien. Vous brûlez, en fait, des flammes de malle-pierre. Je vais te demander, Bori, un test de résistance. Car tu vois bien que la corruption n'est pas loin. J'ai pris les mêmes statistiques qu'avant. Voilà, tu vas résister à la corruption. T'as fait combien? Plus 3. C'est bon. T'avais fait... Les nains sont encore debout, hein. Ils brûlent. Sachez que comme vous êtes enflammé, à la fin de chaque round, vous prendrez des dégâts supplémentaires. C'est ça le problème. Bori, c'est à toi d'agir. Attends, non, je dis des bêtises. Bori, tu es à côté de 2 rats. Et ces rats-là n'ont qu'une envie, des petits rats, c'est de te mordre. Et donc, Bori, tu peux essayer de parer avec ton arme. Avec ton marteau. D'accord. Parce que l'autre, il va aller sur un nain qui est en train de brûler, mais qui... Bravo, Bori Grotson. Est-ce que tu veux utiliser un point de chance? Ah, mais pour une fois une journée. Bah ouais. Je t'en prie. Relancer. Et bah formidable. Je crois que notre nouveau compagnon, il est aussi cinglé que Lorenz. Tu es dans ces grottes sombres. Quand pour la première fois peut-être de ta vie, tu entends les voix des dieux du chaos te murmurer que ils aimeraient bien t'aider parce que leur accord n'est pas l'un des leurs. Si tu veux te laisser aller au chaos, Bori Grotson. Non. C'est encore pas. Pur, tu peux y aller. Et tu as bien fait, car le rat est aussi mauvais que toi à ce moment-là. Tu es là et je te laisse agir. Les 2 autres, les gardes qui sont au fond n'ont pas bougé, ils se sont mis en position défensive devant leur chef. Et c'est à toi, Bori, d'agir. Je vais crier à Carmilla. Carmilla, on pourra peut-être pas le faire prisonnier. Tue-le plutôt. Ah, j'aime bien entendre ça. C'est ton action, Bori, ou tu fais autre chose? C'est pas parce que tu brûles que tu peux pas avancer. Tu peux avancer. Bah, je vais essayer de tuer le rat qui est à côté de l'eau pour essayer de nous dégager une voie de repos. Ok, et ben je t'en prie. Ça va, vous m'entendez pas jouer un... Bori, tu vas toucher. C'est un scandale.
C'est un scandale, c'est le moins qu'on puisse dire. Et tu vois que le rat, tu l'écrases en fait. C'est des éclaireurs. Hein. Lui est pas mort, mais c'est pas grave, on s'entend. C'est des éclaireurs plus qu'autre chose. C'est pas fait pour résister longuement à tes attaques. Et donc celui-là est mort. Tu as agi. Tu peux te déplacer un peu si tu le souhaites. Ouais. Ou pas. Que faire? Non, est-ce que j'ai encore une action? T'as juste un déplacement. Je vais observer la rive par rapport au rat qui a disparu. Ok, tu observes la rive. C'est au nain de jouer. L'officier, il y en a un des nains qui vient de tomber. Celui-là vient de au milieu du rang, vient de tomber, brûlé, puis mordu par un des rats. Et l'officier qui est sur la droite hurle quelque chose en casalide. Et vous voyez les nains qui chargent en fait. Alors qui chargent, c'est un bien grand mot, c'est tellement compliqué de charger avec le terrain qui est difficile. Mais en fait, n'écoutant, même s'ils brûlent, n'écoutant que leur courage, ils vont passer leur action plus leur mouvement pour aller là. Ils ne pourront malheureusement pas combattre ce round-là, mais ils sont au contact. Ils sont en nette supériorité numérique, hein, que ça soit clair. Oui. Carmilla, c'est à toi d'agir. Tu vois les nains qui ont avancé. Cette fois-ci, arriver à toucher le prophète gris à ton arc est très compliqué. Il y a une ligne de nains, ils sont assez petits, les Skaven qui sont assez petits aussi, et le prophète qui est derrière. Et si je me grimpe sur... Tu peux y arriver en grimpant, mais t'auras, ça sera une action qui sera plus difficile, bien entendu. Qui sera une action difficile, c'est-à-dire à -20. Tu montes sur le tuyau. Je monte ce qu'il y a de plus haut, hein. C'est le mur et mieux. Ouais, là, tu es sur le tuyau, c'est le plus haut. C'est le plus haut. Et je vise. Tu vises. Le chef. Ok, tu vises le chef. Avant de tirer, ouais. S'il te plaît, je voudrais que tu me fasses un test de perception. Perception. Tu le sens, le rat qui est derrière toi là? Je sens les rats qui arrivent partout. Est-ce que tu veux utiliser un point de fortune, de chance? C'est quoi déjà? Comment il est riche? Ok. Carmilla, tu montes. Ludwig est à tes côtés. Vous êtes légèrement en surplomb par rapport à tous ces gens-là. Quand tu entends quelque chose derrière toi, tu ne peux pas t'empêcher de jeter un coup d'œil dans le couloir qui arrive derrière. Tout à fait. Et ton doigt va trembler légèrement. La suite, la prochaine fois.